Bonsoir à tous. Bienvenue au webinaire, premier webinaire de 2020-22. Ce soir, notre sujet, c'est sur l'eau. Le webinaire est intitulé « Oh, dévoile-moi tes secrets ». Alors, je vais faire quelques petites diapositives d'introduction avant de commencer le webinaire. Premièrement, je veux juste vous dire qu'on est en format webinaire ce soir. Alors, c'est normal que vous ne voyez pas les autres personnes. C'est un format différent. Vous voyez seulement les conférenciers et moi-même. Et vous avez là, au bas de votre écran, dans vos fonctions en bas, vous avez la fonction conversation ou chat si vous avez des questions d'ordre technique. Et vous avez aussi l'option Q&R pour la portion des questions. Compte tenu qu'on est en portion webinaire, on va attendre la fin des présentations avant d'ouvrir les questions et à ce moment-là, on pourra faire ouvrir les micros pour que vous puissiez parler ou sinon, on vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure dans la portion Q&R et les conférenciers pourront y répondre au fur et à mesure. Si jamais il y a un problème technique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever votre main là, pour qu'on essaie de vous aider. Donc, pour ce soir, on a deux conférenciers. Alors, on va commencer avec M. Bernard Doré, agronome, qui va faire une présentation, vous allez voir, sur l'eau et qu'est-ce qu'il faut. L'eau, l'important nutriments pour les animaux. Sera suivi par Mme Marianne Chaillé, qui va venir nous présenter les résultats d'un projet qu'elle a fait sur la qualité de l'eau d'abreuvement au pâturage. Et moi, je serai là ce soir pour vous animer et Cyrine devrait se joindre à nous aussi. Juste avant que je passe la parole à M. Doré, j'aimerais rappeler que nos webinaires sont commandités par, excusez-moi, les producteurs de bovins, Réseau Agri-Conseil et VBB+. Est-ce que je partage mon écran? Oui. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci Nathalie de la première partie. Donc, le webinaire, comme tu l'as mentionné, c'est « Oh, dévoile-moi tes secrets ». Là, j'essaie d'avancer. Attends. OK, ça y va. Donc, on dit l'eau. Souvent, on ne pense pas au fait que l'eau, c'est un nutriment au même titre et même encore plus important que tous les autres nutriments. En alimentation, par exemple, des bovins, on va se préoccuper beaucoup de l'ADF, de la protéine, des minéraux, etc. Mais il ne faut jamais oublier l'eau et c'est souvent celui qu'on oublie. Et l'eau, par ailleurs, constitue 50 à 80 et même plus du poids vif d'un bovin. Donc, on va voir aussi qu'elle influence beaucoup la condition de santé de l'animal. Donc, l'eau est un nutriment qui est essentiel à plusieurs fonctions. Exemple, on voit au niveau de la fonction immunitaire, donc tout ce qui s'appelle immunité, le taux de gain, donc si on parle de la croissance des animaux, la quantité, qualité du lait, les performances globalement de l'animal. Donc, l'eau intervient et joue des rôles dans toutes ces fonctions-là. Par ailleurs, la production de la salive également, on voit que l'eau est nécessaire pour la salive, le lait. L'eau aussi aide à la lubrification des articulations, également pour régulariser ou équilibrer la température corporelle de l'animal. Enfin, on peut aussi ajouter qu'elle est nécessaire à la vision et à tout ce qui s'appelle de processus chimiques ou métaboliques intervenant dans le métabolisme de l'animal et à la production d'énergie que l'animal a besoin pour vivre et produire. Donc, nécessairement, on dit que les bovins doivent avoir accès à de l'eau de qualité, et pas seulement de qualité, mais en quantité. Et ça, c'est important afin qu'ils maximisent l'ingestion d'aliments et par le fait même leur production. La consommation d'eau des bovins est influencée. Il y a plusieurs facteurs qui influencent cette consommation-là. Par exemple, les conditions environnantes, le stade de production, l'âge de l'animal, la lactation. On verra tout à l'heure des chiffres avec des valeurs
déterminée de consommation selon la température, selon le stade de l'animal, et vous verrez ce que je voulais dire par là. Donc, un fait qui demeure, c'est que tous les bovins consomment davantage d'eau lors de temps très chauds. Donc, ce soir en particulier, ce n'est pas une température très chaude. On pourra voir aussi que par température plus froide, il y a une tendance aussi à une consommation un peu moins grande d'eau. Donc, je vous expliquerai le tout à l'heure. Ici, vous avez un tableau avec beaucoup de chiffres. Sur la colonne de gauche, vous avez la catégorie d'animal qui est considérée, qu'on parle soit de veau d'embouche, de 2 à 6 mois, de 7 à 11 mois, 12 mois et plus. Si on va plus bas, on a des tares gestantes, de vaches allaitantes, les taureaux reproducteurs. Dans l'axe du haut, ici horizontal, on voit la consommation d'eau en litres selon la température. Donc, c'est la température environnante. Si on passe de 4 degrés à 32 degrés, on voit très bien que peu importe la catégorie d'animal ou de l'âge de l'animal, la consommation augmente. Par exemple, ici, 20 litres pour un veau d'embauche de 2 à 6 mois ou des génisses, et à 32 degrés, on est rendu à 48 litres. Par ailleurs, regardez vers le bas du tableau des vaches allaitantes, donc des vaches de boucherie qui allaitent leurs veaux. Par température très chaude, on peut arriver jusqu'à 60 litres et peut-être même plus que 60 litres. Les taureaux reproducteurs, on va jusqu'à 78 litres. Les chiffres qu'on a dans le tableau ici, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Dans le haut à gauche, ce sont des chiffres qui viennent de NRC, donc les exigences au niveau des bovins de boucherie en 2016. On a aussi une autre façon qu'on peut exprimer la consommation d'eau ou le besoin en eau. Si on le considère selon les kilogrammes de matière sèche que l'animal ingère. Donc, par température, on voit plus chaud ici, 25 à 30 degrés. Un animal moyen, donc on ne parle pas de l'âge de l'animal, mais ce serait un bovin, en moyenne, aurait besoin de 4 à 10 litres, mais par kilogramme de matière ingérée. Donc, si on a 10 kg de matière ingérée, il faut bien multiplier le 4 à 10 litres par le 10 kg. Ici, je veux revenir sur le point que je mentionnais. Si vous allez vers le bas du tableau, à une température qui est inférieure à moins 50, vous allez dire c'est rare, mais on en voit actuellement dans l'Ouest canadien depuis une couple d'années. Donc, l'animal va avoir besoin de 2 à 3 litres par kilogramme de matière sèche. Donc, c'est moins que par température plus chaude. Mais il semble, ce qu'on a observé, c'est qu'après un réchauffement de la température, mettons de moins 50 jusqu'à moins 15, moins 20, la hausse revient. Donc, on a une augmentation de 50 à 100 de cette consommation-là après une période de grand froid. Une autre règle, ou ce qu'on appelle des règles du pouce, pour se rappeler un peu plus, si on ne veut pas se souvenir de tous les tableaux qu'on vient de voir. Donc, pour une température en bas de 15 degrés Celsius, on pourrait dire que pour chaque 100 livres de poids d'un animal, on peut compter 1 gallon ou grosso modo 4 litres. Donc, je ne serai pas un puriste en disant qu'il n'y a pas 4 litres dans un gallon, mais si on veut se rappeler de cette façon-là, on peut l'arrondir à 4 litres. En haut de 25 degrés Celsius, pour chaque 100 livres, on aurait 2 gallons. Donc, ça veut dire que s'il fait plus frais, on a 1 gallon par 100 livres, et s'il fait plus chaud, on serait à 2 gallons ou à 8 litres. Par contre, les vaches allaitantes, on aurait 2 fois, à ce moment-là, plus de consommation que des vaches taries. Donc, ça s'explique très bien, puis ça se comprend par le fait que la vache doit assurer sa lactation, produire du lait. Également, ici, au bas de ce diapo ici, j'ai mentionné eau transportée aux 2 jours. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si une ferme ou un troupeau, on n'aurait pas un système d'eau disponible en continu et que les gens sur la ferme transportaient l'eau seulement aux 2 jours, on observe, et ça a été déterminé par des recherches, qu'il y aurait une baisse de consommation de 25 %, ce qui est important.
Également, on a fait des recherches pour déterminer est-ce qu'il y a un effet de l'eau qui est consommée sur la croissance des veaux. Donc, selon deux études qui ont été faites en 2002 et 2005, et dans ces études-là, c'était dans l'Ouest canadien, des veaux qui ont bu de l'eau de qualité et en bonne quantité ont gagné en moyenne 9 plus de poids, donc pendant leur période, on va dire, pré-sevrage. On fait un calcul rapide. Si on a un veau de 500 livres, avec 9 de plus de poids, 45 livres de plus de veau. Donc, si on va chercher 45 livres en plus chez un veau, ça devient très considérable avec les prix qu'on a actuellement. Supposons qu'on prend un prix de 2,25 $ le livre sur une centaine de veaux. On arrive à un chiffre excédant 10 000 $. Donc, sur une ferme vache-veau ou toute ferme en général de bovins, un système bien installé d'eau et d'approvisionnement en eau est très important. Donc, j'indique que ça vaut la peine d'investir à ce moment-là. Une question qu'on se pose ou qu'on entend souvent, est-ce que la neige peut être une source d'eau unique pour les vaches? Donc, la neige, selon les règles et selon les codes de bonne pratique, elle peut fournir suffisamment d'eau aux vaches taries. Donc, les vaches taries, ce serait peut-être, si on prend un exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes à la fin de l'automne, des vaches qui sont pour entrer sur un site d'hivernement, mais en attendant d'être sur le site d'hivernement, on a un champ où on les garde, on les alimente là, mais il n'y a pas de l'eau courante parce que les abreuvoirs sont non chauffants. Donc, les vaches taries, à ce moment-là, pourraient s'abreuvoir d'eau, mais pourvu qu'elle soit propre, non compactée, non croûtée et non gelée. Donc, si l'eau devient croûtée, gelée et tout ça, les vaches ne seront pas capables de l'absorber ou de manger cette neige-là. Elle doit être, si on veut, de la neige folle là, ou de la neige qui est non tassée. Pour des vaches allaitantes et des veaux sevrés récemment, ou des vaches qui sont en moins bonne condition, exemple en bas d'état de chair de 2,5, l'eau provenant de la neige n'est pas suffisante. On devrait fournir une autre source d'eau additionnelle. Donc, se rappeler que ça peut convenir à la limite pour quelque temps pour des vaches taries, mais pas pour tout l'hiver non plus. Un autre élément que je voulais mentionner ce soir, le Beef Cattle Research Council, BCRC, ont développé ce qu'on appelle un calculateur. Ici, je ne voulais pas présenter le calculateur, j'ai simplement fait une impression d'écran pour montrer la première partie de ce calculateur-là. Mais en fait, pour l'expliquer, c'est un calculateur qui nous permet de déterminer les besoins en eau qu'on a pour notre troupeau et qui peut nous permettre de calculer aussi les retombées si on va chercher un gain additionnel chez les veaux et des performances qu'on peut avoir de plus. Et on peut également calculer ou estimer, déterminer les meilleurs systèmes d'approvisionnement en eau pour notre entreprise. Donc, je vous mets le lien ici vers le site Internet où vous pouvez trouver le calculateur. Donc, au niveau qualité de l'eau, on a parlé de quantité avec les quantités que les animaux boivent et tout, mais il faut s'assurer que régulièrement, la qualité qu'on a d'un eau de pluie soit bonne. Donc, on ne doit pas assumer que l'eau dans notre puits est toujours bonne parce qu'elle peut varier. Elle peut être potable une année et même 6 mois auparavant ou 1 mois auparavant et ne plus être potable. Dans l'Ouest canadien, donc, quand on parle de tests d'eau, il y a des sondages qui ont déterminé que 59 des producteurs ont déclaré ne jamais faire de tests de leur eau. Ici, dans l'Est du Canada, au Québec et en Ontario, c'est encore pire. Entre 17 et 41 des producteurs ont déclaré qu'ils faisaient tester l'eau une fois tous les 5 ans. Donc, on ne parle pas d'un test annuel. À ce moment-là, on parle d'un test de temps en temps, à peu près chez même pas la moitié des producteurs. Donc, on a quand même beaucoup de chemin à faire. La qualité de l'eau de surface aussi peut varier beaucoup. Quand on parle d'eau de surface,
j'ai tenté de traduire ce qu'on appelle les dugouts dans l'Ouest par des étangs réservoirs, des lacs artificiels ou des barrages. Le barrage, c'est plutôt un cours d'eau avec un barrage. C'est des systèmes qu'on voit un peu plus dans l'Ouest canadien. Ici, on se rappelle que l'accès aux cours d'eau ou à des étangs comme ça n'est pas permis. Mais je voulais mentionner, entre autres, que dans le contexte de l'Ouest canadien, puis je le précise bien ici, il y a plusieurs producteurs qui ont recours à ces techniques-là ou à des réserves d'eau. Et pour eux, ils doivent porter une attention très spéciale parce que l'eau qui est dans des réservoirs comme ça peut se détériorer avec, il y a exemple, un excès de sulfate qui peut se produire par température très chaude. Exemple, l'été passé, dans les canicules et les périodes de sécheresse, les étangs réservoirs ont tendance à se vider ou à être plus bas en termes de niveau. Et avec la chaleur et les effets aussi des microbes et tout, il y a des sulfates qui sont produits. Il peut y avoir également des nitrates qui sont produits en quantité additionnelle. Donc, c'est des éléments qui sont très dangereux ou qui peuvent être dangereux pour la santé de l'animal. Ici, je vous amène un tableau qui donne à peu près les taux acceptables où la performance peut être réduite si on a des nitrates, des solides totaux, des sulfates ou des coliformes dans l'eau. Dans la colonne du milieu, on voit qu'il y a une plage où ça peut être nécessairement une performance qui est réduite et au-delà d'un certain seuil, on détermine ensuite que c'est non convenable pour les bovins. Donc, en résumé, si on veut repasser sur les points principaux, les bovins ont besoin d'eau de qualité à chaque jour. Donc, on dit à chaque jour, donc c'est constant, on ne doit pas, et si on est obligé de le transporter, selon ce que je viens de parler tout à l'heure, probablement par les gains de productivité qu'on va faire, ça vaudrait la peine d'investir au lieu de le transporter cette eau-là. La santé peut être affectée s'ils n'ont pas accès à une eau de qualité. La qualité de l'eau aussi, elle peut varier d'une année à l'autre et d'une saison à l'autre. Donc, ce n'est pas toujours constant. Les bovins, aussi, on le rappelle, n'ont pas accès aux sources d'eau, ruisseaux, étangs, réservoirs, ici, dans notre contexte au Québec. Donc, en fait, on a parlé tout à l'heure au début que les besoins en eau varient selon la grosseur de l'animal, la température, taux de gain, taux d'humidité de la ration, la gestation. Et un élément que je n'avais pas mentionné au bas de la diapo, la disponibilité d'ombre. Parce qu'en période estivale et avec les canicules qu'on connaît de plus en plus pendant l'été, donc de là l'importance d'avoir de l'eau de qualité, mais aussi d'offrir de l'ombre à nos bovins. En résumé, on effectue des tests régulièrement. On ne se fie pas aux analyses passées. Donc, si vous avez une analyse qui date de 2 ou 3 ans, vous dites, je l'ai en main, elle était correcte, il ne faut pas s'y fier. Donc, il serait souhaitable, selon moi, puis plusieurs programmes de qualité aussi au niveau VBP ou peut-être veau de grain, veau de lait. Donc, une analyse annuelle est toujours souhaitable et recommandée. Si vous êtes aussi en tout temps, je vous invite à être vigilant, surveiller la consommation d'eau de vos animaux. Ça peut être aussi leur consommation d'aliments. Surveiller dans vos abreuvoirs, donc l'état des abreuvoirs, les odeurs, les couleurs suspectes. Là-dessus, je sais que ma collègue qui va me suivre, Marianne, son projet vise directement au niveau de la qualité de l'eau. Et je conclurai peut-être avant de terminer par un petit ou une petite anecdote. Un de mes clients avait eu l'idée à un moment donné, il n'avait pas l'eau accessible dans un pâturage. C'était dit qu'il creuserait un trou dans la terre et l'eau viendrait et il pourrait pomper de l'eau de cette façon-là. Donc, je ne vous recommanderais pas vraiment de le faire parce que c'est devenu une espèce d'étang de surface avec de l'eau qui s'est détériorée et qui est venue avec tellement de coliformes que les animaux en sont venus malades. Donc, sur cette petite histoire vécue, je conclurai là-dessus. Donc, attention à la qualité de l'eau et soyez vigilants. Merci.
Alors, merci Bernard. Alors, tu as bien mis la table pour la conférencière suivante, mais juste avant qu'on passe la POC à Marianne, on va vérifier pour voir les participants ce soir. J'ai un petit sondage que je vais vous passer, puis on va vérifier si les gens font tester leur eau. Alors, vous allez voir apparaître dans quelques instants un sondage et le sondage dit, avez-vous déjà fait tester l'eau? Et là, vous avez comme différents choix. Oui, dans les abreuvoirs de l'étable. Oui, au pâturage dans mes abreuvoirs. Oui, dans l'étable et au pâturage. Oui, dans l'eau de mon puits. Oui, dans mon système d'approvisionnement, là, et j'avais mis à conduite, ou non. Fait que vous avez comme plusieurs choix. Fait que je vais laisser les gens continuer à répondre et on va voir un petit peu les résultats. Puis à la fin du sondage, je vais afficher les résultats. Vous allez pouvoir les voir tout le monde ensemble. Encore quelques secondes pour le temps que les gens aient accès au sondage. Alors, je fais un appel à tous. Si vous avez encore un peu de temps pour participer. Alors, on fait l'encan. Là, c'est l'encan. Dernier appel pour participer. Ça semble s'être stabilisé. Alors, je vais mettre fin au sondage et je partage les résultats. Alors, vous voyez les résultats du sondage qui sont là. Je vais les lire juste pour être sûr. On a une personne, alors 6 qui a dit oui dans les abreuvoirs de l'étable. Une autre personne, 6 oui au pâturage dans mes abreuvoirs. Oui dans l'étable et au pâturage, un 6 oui dans l'eau de mon puits, ça monte un petit peu, 39 dans l'eau de mon système d'approvisionnement conduite, c'est 28 et non, alors on a 17 fait qu'on voit que c'est quand même là, assez partagé parmi les participants ce soir par rapport à la qualité de l'eau. Et on verra, Bernard avait quelques résultats dans sa présentation, mais on verra ce que Marianne a aussi obtenu là, dans sa présentation. Fait qu'à ce moment-ci, je vais demander à Marianne, là, je vais l'inviter à partager son écran et à nous faire la présentation sur son projet. Oui, je fais ça à l'instant. Donc, merci d'être présent ce soir et merci de l'invitation. Dans le fond, moi, j'ai fait cette étude-là dans le cadre de ma maîtrise en 2019 et en 2020. Et l'étude portait vraiment sur la qualité de l'eau de source et d'abreuvement dans les élevages vaches-veaux en fonction des propriétés physico-chimiques et bactériologiques. Donc, l'étude avait un petit peu débuté en 2017 lorsqu'une employée du MAPAC avait fait des tests un peu préliminaires dans certains abreuvoirs et avait déterminé qu'il y avait du Escherichia coli dans plusieurs abreuvoirs. Fait que là, ça nous a un peu mis la puce à l'oreille sur OK, il y a peut-être une problématique dans l'eau. Donc, puisque, comme Bernard l'a dit précédemment, l'eau est le nutriment le plus important de l'alimentation animale. Donc, nous, on voulait évaluer les propriétés physico-chimiques et bactériologiques. Donc, pour évaluer les propriétés bactériologiques, on a utilisé Escherichia coli comme indicateur de contamination fécale, puisqu'il était peu coûteux, rapide et facile d'utilisation. C'est une bactérie gram-négatif aérobique et ou anaérobique, donc qui peut croître avec ou sans oxygène. Elle est aussi neutrophile, donc elle peut croître dans un pH neutre entre 5,5 et 8. Et c'est un coliforme thermotolérant, donc qui peut croître jusqu'à une température de 45 degrés Celsius, mais avec une croissance optimale à 37. Même s'il est thermotolérant, c'est une bactérie qui est persistante dans l'eau froide. Donc, même si, dans le fond, elle ne va pas avoir une croissance rapide dans l'eau froide, mais elle va perdurer dans le temps s'il y a une contamination externe, comme, mettons, de l'eau de l'abreuvoir. Donc, ici, on a un peu le cycle de contamination chez les ruminants avec Escherichia coli.
Donc, tout débute par soit l'ingestion ou le contact direct avec la bactérie. Ça peut se faire par l'eau d'abreuvoir, par le pâturage, par les foins, et ça peut provenir d'animaux de production animale, des animaux domestiques ou même la faune. Et après ça, après l'ingestion, il y a l'excrétion et ça fait un cycle, donc ça se recontamine un peu tout le temps. Donc, chez les veaux, c'est des animaux un petit peu plus sensibles. Donc, dans la littérature, ça disait vraiment un coliforme par 100 ml qui était comme un peu la norme pour pas essayer de ne pas dépasser ça. C'est sûr que c'est très difficile, comme on va voir plus tard. Puisque chez les veaux, dans le fond, ça peut causer des diarrhées liquides ou même des colites hémorragiques. Et chez les bovins adultes, dans la littérature, ça dit entre 10 et 100. Ça peut aller à plus, mais il ne faut vraiment pas excéder plus que 5000, je pense, ce que Bernard disait tantôt. Dans le fond, lorsque Escherichia coli devient un peu plus dangereux, c'est lorsqu'il est entérotoxinogène. Et ça, ça peut attaquer plus les bovins adultes et ça peut causer vraiment des grosses diarrhées sévères. Il peut aussi être dangereux lorsqu'il est producteur de shigotoxine parce que ça peut être zoonotique, donc là, ça peut attaquer les humains. Donc, nous, dans notre projet, on voulait savoir un peu aussi qu'est-ce qui impactait la consommation d'eau des bovins. Donc, dans le fond, on a déterminé avec la littérature que des débits d'eau élevés, c'était vraiment préférable pour une forte consommation comparée à des débits d'eau plus faibles. On se posait aussi la question, puisqu'il y a tellement de diversité d'abreuvoirs, est-ce qu'on se disait, est-ce que la couleur des abreuvoirs peut avoir un impact? Puis ça, on a vu que non dans la littérature. Et suite à ça aussi, il y a eu d'autres recherches, puis c'était préférable d'avoir des abreuvoirs ronds en PVC que des auges rectangulaires en béton. Et il était déterminé qu'à peu près 24 des ruminants consommaient plus d'eau avec des abreuvoirs plus grands et à une hauteur d'environ 60 cm comparé à des abreuvoirs plus petits et plus bas. Donc, à droite, sur la figure 3, on peut voir divers abreuvoirs que j'ai vus pendant mes échantillonnages. Donc, des abreuvoirs isothermes, le bleu en haut. Après ça, des abreuvoirs qui peuvent être chauffants, qui s'appellent à niveau constant, et des abreuvoirs collectifs, donc plusieurs animaux peuvent s'abreuver en même temps. Donc, l'objectif de l'étude était d'évaluer la qualité de l'eau, d'identifier des problématiques de contamination à Escherichia coli dans soit les sources d'eau ou les abreuvoirs, de voir s'il y avait une corrélation entre la contamination, les conditions environnementales, les matériaux, la configuration des abreuvoirs et les sources d'eau. Donc, notre hypothèse de recherche était que l'eau des abreuvoirs des animaux au niveau des bassins était inadéquate pour l'abreuvement à divers degrés physico-chimiques et bactériologiques en fonction principalement de la source d'eau, de l'environnement ou de la conception de l'abreuvoir. Donc, lors de l'étude, on a fait l'échantillonnage dans 4 régions du Québec, soit la Mauricie, la Capitale-Nationale, la Côte-Nord et Chaudière-Appalaches. Ça, c'est comme un peu plus des données qu'on a prises avant pour s'informer un peu sur les régions. Donc, à l'écran, vous voyez la figure 4, c'est les points rouges, les points en fait, c'est l'IQBP, c'est l'indice de qualité bactériologique et physico-chimique. Et dans le fond, ça nous permet de savoir la qualité des eaux de surface, soit des cours d'eau ou des ruisseaux, des rivières, selon les régions. Et c'est selon 10 facteurs, dont les coliformes fécaux et le pH. Donc, en Mauricie, c'était vraiment la rivière Vatican qui avait un problème de coliformes fécaux. Et aussi, il y avait une étude du bassin versant du Saint-Maurice qui disait que 18% des puits échantillonnés présentaient une non-conformité bactériologique, donc il y avait des contaminations fécales. Pour la région de la Capitale-Nationale, c'était plus la rivière Jacques-Cartier qui avait des problèmes de coliformes fécaux. Et cependant, les eaux souterraines de la région de la Capitale-Nationale et de la MRC de Portneuf étaient bonnes. Pour ce qui est de la Côte-Nord, on ne le voit malheureusement pas sur la figure, mais c'était vraiment, même au niveau de l'IQPP, c'était de l'eau de qualité satisfaisante. Et cependant, il y avait des problèmes de contamination dans les puits privés dans la municipalité de Baie-Saint-Paul. Pour ce qui est finalement de la région de Chaudière-Appalaches, c'était plus les rivières Etchemin, la rivière Chaudière qui avaient des problèmes d'eau
de contamination fécale, mais pour ce qui était de la qualité des eaux souterraines, c'était considéré bon pour l'ensemble du territoire. Donc, pour ce qui était de la méthodologie de l'étude, tous les échantillonnages se sont déroulés sur une période de 1 an et j'allais sur les fermes une fois par mois dans toutes les régions. Donc, on prenait à ce moment-là 3 échantillons d'eau. Soit le premier échantillon d'eau, c'était la source d'eau, donc vraiment puits de surface, puits artésien, aqueduc. Ensuite, le deuxième échantillon, c'était le système d'approvisionnement, soit la ligne d'eau entre la conduite d'eau entre la source et l'abreuvoir. Et le dernier échantillon, c'était l'abreuvoir. Donc, en même temps que prendre les échantillons, on connectait des données de température d'eau, mais aussi de la qualité de l'abreuvoir, est-ce qu'il y avait des débris, est-ce qu'il y avait des algues. Et tous les échantillons étaient analysés dans un délai de 48 heures à l'IRDA. Donc, l'analyse était faite selon la méthode provinciale pour ce qui est des coliformes fécaux thermotolérants. Donc, c'est l'échantillon, il y a un volume qui est filtré par une membrane de 0,45 microns de porosité. Et tout ça est fait dans un environnement stérile. Et aussi, le pH était mesuré en laboratoire. Les volumes étaient filtrés selon la provenance de l'eau. Donc, on pouvait filtrer plusieurs volumes pour un même échantillon. Donc, si c'était une eau qu'on considérait qu'elle allait être sans contaminant, donc de l'eau de l'aqueduc, qui était très rare d'avoir des contaminations, là, on filtrait seulement un seul volume de 250 ml. Si on n'était pas trop sûr de ce qu'allait avoir l'air l'échantillon, comme mettons des abreuvoirs qu'on ne pouvait pas se douter du niveau de contamination, là, on prenait 4 échantillons pour filtrer, soit 1 ml, 20 ml, 50 et 250 ml. Lorsque la membrane était filtrée avec l'eau, là, après ça, on la déposait sur une gélose avec un milieu sélectif MFC-BC-IG. Ce milieu-là permettait de faire croître E. coli en donnant des colorations bleu-vert aux colonies, comme on peut voir sur la figure 7. Et on faisait incuber la gélose pendant 24 heures à 45,5 degrés Celsius. Pour avoir vraiment un compte valide, on devait avoir entre 20 et 80 colonies et le seuil de détection était de moins de 1 UFC par 100 ml. Donc, avec nos résultats qu'on avait des géloses, on faisait des comptes et on transformait en logarithmes, puisque vraiment souvent les quantités étaient trop grandes pour être comptées. Les seuls moments où ça n'a pas été transformé en logarithme, c'était pour les sources d'eau, parce que comme vous allez voir vraiment, je pense, la prochaine diapo, les sources d'eau, il n'y avait pas tant de contamination que ça. Après ça, on a fait divers processus statistiques reconnus pour valider nos résultats. Donc, je vais commencer par les résultats des sources d'eau. Donc, on peut voir le tableau 2, c'est vraiment les types de sources d'eau, donc aqueduc, puits de surface, puits artésien, sources naturelles, ruisseaux et puits fabriqués. Les puits fabriqués, c'est un peu ce que Bernard a conté dans son anecdote, c'est un trou que le producteur creusait pour pouvoir fournir de l'eau à ses animaux. Et c'est vraiment ces puits-là qui étaient, ces sources d'eau-là qui étaient vraiment les plus contaminées. Puis ça a été validé avec les tests de Tukey. Et qu'est-ce qui est vraiment important à retenir, c'est que 91,5 des échantillons des sources d'eau étaient sous les seuils de détection. Donc, la grande majorité des échantillons pour les sources d'eau n'étaient pas contaminés à Escherichia coli. Et il n'y avait pas de différence entre les régions. Donc, ici, on a vraiment les régions. Puis, il n'y avait pas de différence significative entre les régions. Fait qu'il n'y avait pas de région du Québec qui était plus contaminée qu'une autre. Et aussi, ici, on a l'aqueduc. En tout temps, puisque souvent, l'aqueduc est régi par des réglementations, puis on des tests justement sur les coliformes, mais on n'avait jamais de contamination à Escherichia coli pour l'aqueduc. Pour ce qui est des puits de surface et des puits artésiens, tantôt je parlais du bassin versant du Saint-Maurice qui avait fait des tests. Eux, c'était 18 qui répondaient à une non-conformité bactériologique. Nous, dans l'étude, c'était 6,75 qui dépassaient le seuil de détection. Cependant, eux autres, il y avait tous les coliformes fécaux, puis nous, on avait seulement Escherichia coli. Fait que c'est peut-être pour ça que nous, notre résultat est un petit peu plus bas. Pour ce qui est du caractère pH,
de l'eau, ben, tous les pH de l'eau étaient dans une moyenne acceptable pour l'eau potable, soit située entre 6,5 et 9,5. Donc, pour ce qui est de la qualité physico-chimique, ici, il n'y avait pas de problème. La seule différence statistique qu'on a trouvée, c'est que les puits artésiens étaient un peu plus alcalins que les autres types de sources d'eau. Ça a été confirmé avec les tests de Tukey. Puis, dans le fond, aussi il n'y avait pas de différence vraiment entre les régions et le pH pour les sources d'eau. Pour ce qui est des systèmes d'approvisionnement, donc vraiment l'échantillon numéro 2, bien, à cause de l'hiver, on a dû arrêter de prendre cet échantillon-là parce que souvent, il fallait démonter des systèmes pour prendre cet échantillon d'eau-là. Et des fois aussi, les animaux étaient rentrés à l'intérieur. Fait que c'était vraiment un échantillon qui était difficile à prendre à partir de l'hiver. Mais avec l'été, en fait, avec les données de l'été 2019 puis de l'automne 2019, bien, on a sorti une corrélation qui était très forte entre la variable du système d'approvisionnement et de la source d'eau. Donc, souvent, en fait, presque tout le temps, lorsqu'il y avait une contamination dans la source d'eau, il y en avait une dans le système d'approvisionnement. Et s'il n'y en avait pas dans la source d'eau, bien, il n'y en avait pas non plus dans le système d'approvisionnement. Ça, c'est un peu confirmé avec une étude de McMath et al. En 2000 qui disait qu'il n'y avait aucune évidence que Escherichia coli pouvait croître dans des systèmes de distribution d'eau, que ce soit au stade planctonique ou dans les biofilms. Donc, s'il y avait une contamination dans le système d'approvisionnement, c'était fort probablement à cause qu'il y avait une contamination à la source ou une rupture dans le système. Bon, pour ce qui est des résultats des abreuvoirs, ici, c'est un peu le contraire de ce qu'on avait dans les sources d'eau. Ici, c'est 72,25% des échantillons qui dépassaient le seuil de détection. Donc, ici, c'était plus que la majorité qui avait une contamination à Escherichia coli. La figure 8, c'est un graphique de type boxplot entre, dans le fond, le dénombrement à Escherichia coli en log en fonction des types d'abreuvoirs. Donc, ici, on a le niveau constant, donc souvent deux bols qui sont comme chauffants, les bols, le collectif direct au sol et isotherme. Donc, on peut voir que à niveau constant, les bols et les collectifs partent toutes de zéro. Mais c'est sûr qu'ils ont des contaminations, donc montent à des logs plus élevés. Mais ce qui est important de remarquer ici, c'est que le direct au sol et les isothermes partent de vraiment plus haut. Donc, l'abreuvement direct au sol, c'est qu'il n'y avait pas d'abreuvoir et c'était soit un ruisseau, soit une flaque d'eau que là, on prenait l'échantillon. Donc, ça a été confirmé avec les tests de Tukey. Et dans le fond, qu'est-ce qui pourrait expliquer que les abreuvoirs isothermes ont une plus grande contamination parfois, c'est que, comme j'ai mentionné précédemment, l'eau froide fait une persistance des bactéries. Donc, s'il y a tout le temps une contamination, des fois avec les fesses, puis que ça reste là-dedans, bien, les bactéries vont rester plus longtemps dans le temps. Et aussi, c'est des abreuvoirs qui sont souvent fermés. Donc, il n'y a pas de rayons UV qui peuvent venir briser les bactéries et les tuer. Et dans le fond aussi, qu'est-ce qui est important? Bien, c'est vraiment utile d'utiliser un abreuvoir, puisque si c'est directement au sol, c'est sûr qu'on part avec du E. coli. Pour ce qui est des résultats par rapport à la température de l'eau, donc ici, on a un graphique de type nuage de points. Avec, ici, on peut voir aussi la barre de tendance. Donc, plus la température augmente, plus il y a des Escherichia coli. Et ce modèle-là, ben, dans le fond, ça a été validé avec le modèle pas à pas et le modèle univarié. Ça a été aussi validé avec les saisons. Donc, souvent, en fait, l'été et l'automne, parce qu'il y a des températures plus élevées et à l'extérieur, les températures de l'eau des abreuvoirs sont plus chaudes et donc il y a plus d'Escherichia coli. Et aussi avec les abreuvoirs chauffants. Donc, les abreuvoirs chauffants avaient plus d'Escherichia coli dans leur système. Et pour ce qui est des sources d'eau, ben, c'était un peu la même chose. Donc, pour ce qui est des sources d'eau un peu plus atypiques, ben, quand c'était l'été, il y avait plus de chances de contamination aussi. Donc là, je vais parler du pH en fonction des quantités d'algues. Donc ici, on a un graphique encore de type boxplot et c'est le pH en fonction de l'indice de quantité d'algues. Donc ça, c'était vraiment un indice que je prenais visuellement. Donc 0, il n'y avait aucune présence d'algues et 3, il y en avait vraiment beaucoup. On peut voir que souvent, quand il y avait beaucoup d'algues, ben, le pH augmentait. Et ça a été validé par le modèle univarié et le modèle pas à pas.
Et ça a été aussi mentionné dans la littérature par Ansa et Al en 2011, qui disait que plus il y avait des algues, plus le pH augmentait, mais il y avait une diminution des coliformes fécaux et d'E. coli. Fait qu'on pourrait se dire, hey, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des algues pour augmenter notre pH et ne pas avoir des Escherichia coli? Et la réponse, c'est non. Puisque quand on est en présence d'animaux, il y a souvent du phosphore et de l'azote dans l'eau qui provient des déjections. Et ça peut causer la propagation des algues bleu-vert. Les algues bleu-vert vont excréter des microcystines qui vont être dangereuses pour les animaux d'élevage. Et leurs symptômes chez les ruminants peuvent aller de la faiblesse, de la diminution du rendement laitier, de l'hyperthermie, une réactivité réduite, de l'anorexie et même la mort. Donc, les algues ne sont pas nécessairement nos amis ici dans l'abreuvement. Donc, on peut les voir souvent dans s'il y a une couche verte d'organismes gélatineux sur l'eau. Donc, en conclusion, dans notre étude, l'eau d'abreuvement des bovins ne rencontrait pas les qualités, les normes bactériologiques, mais rencontrait les normes physico-chimiques. Donc, pour ce qui était du pH, l'eau était tout le temps acceptable. Et qu'est-ce qu'il y a un peu à retenir pour ce qui est des sources d'eau, c'est que quand on a une source d'eau réglementée, que ce soit l'aqueduc ou un puits de surface qui a été construit d'une bonne façon ou un puits artésien, bien, on a vraiment moins de chances d'avoir de problématiques, surtout si en plus on fait tester notre eau. Donc, pour revenir un peu au sondage qu'on vient de faire, le bassin versant du Saint-Maurice, eux, avaient fait sur 250 participants, bien, c'était 76 qui n'avaient jamais fait analyser leur eau. Donc, moi, mon étude, c'était vraiment une étude un peu d'observation. On voulait voir s'il y avait des problématiques, puis si oui, lesquelles. Puisqu'il y a des problématiques vraiment au niveau des abreuvements, ben, l'IRDA, eux, vont faire une autre étude avec un autre étudiant gradué pour vraiment faire des milieux plus contrôlés puis tester des types d'abreuvoirs pour voir s'il y a une solution. Fait que ça va être le fun de suivre un peu ce projet-là. Donc, c'est les références de la présentation. Et je vais faire un petit remerciement vite aux 3 organismes qui m'ont aidé, dont l'IRDA, le programme Innovation et l'Université Laval, mais surtout à tous les producteurs qui ont participé à mon projet. C'était vraiment plaisant, puis c'est le fun de leur confiance. Donc, merci beaucoup et merci de votre écoute. Alors, ben, merci beaucoup, Marianne.